زيدو بقية بريوات. سلام هيثم بحكة. Et pour l'objectif. حليم. On va partager. On va essayer des co-hébergements. S'ils sont intéressants ou pas. ماذا جاء لي بالطيارة وريح مو بينهم. Tchalebi Rachid. HMT non. عندك لو كان تاع نو حيتم لا ديزولي باسكو خرج الريتريت راه بدل التليفون تاعو دوك ما عنديش كونتاكت تاعو. علاش من بعد نقول لي علاش راك تحوس كونتاكت تاعو يا اخي وصلك تلبسه لا ديدين. غير هذا تاع الحجاج صورتو من برا. ايوا ومن بعد ملي صورتها في برا واش ولا بروبليم. كان مشكل كارديها سوفينير اخرج في تقاعد يسورتي لا روتريت هاد بعد. انفان نورمالمون اليوم خرج سي بون نكمل. طاقة الثقة صورته بالثقة هيا من بعد وين صورته بالثقة هيا من بعد صاحبي. هذا قول احكي لنا احكي لي اش صار اش صار.
حتى المطار ايوا. ايوا كنت حتى المطار يا باش نصرف. صح هي صح، كنت حتى المطار وصورت الطيارة ولا صورته هو ولا تمام. جوسكا ماتون ما على باليش. ايوا هبط هذا. ايوا صور طيارة. ايوا بعد وعلاش راك تحوس على الكونتاكت تاعو ما فهمتش. علاش راك تحوس على الكونتاكت تاعو علاش؟ باش تقولو صورتك. Yes, pénible, non, c'est pas pénible. Non, c'est une expression de. C'est une sorte d'expression. كنت ريشله اي هو ما ريشلكش. سالو تشاني الله. هو ما ريشلكش. هذه غلطك. غلطك اللي ما ريشلكش ولا تشاني. غلطك اللي ما ريشلكش وتحب باش تبعتها له. ما عندوش شوف غير ما تكسش راسك هو ديجا خاطي لي ريزو سوسيو ولا توك ميم واتساب ما عندوش. كلاكسوناش عليك. راك تمنيك بو غادي يسموها نقول لك بالعامية. ضحكتني يا حيتم. بزيد ضحكتني يا حيتم. يا حيتم. بونجور. درابو الجيريان ستوب منا شي با فالستير منا. Salut, merci. Merci pour le cœur. Ramla. Ti. 2 personnes. À 9 personnes, des gens devraient être à 9000 likes. Mais bon, pas de réponse. Non, pas encore. Pas encore. Pas de réponse. No news, good news. Isn't it? No news, good news. Haïssable, elle est. Ah bah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce visage haïssable? C'est pour le bien ou là le. Salut Nordine, Salut JB, ça va? ça va et toi? Oui. Et toi? Moi ça va, ça roule. Ça roule. Ouais. Alors, Ah, il y a 13 dans le.
Dans le guest, il y a plus, maîtresse, attends. Elle t'arrive, Pardon? Annette, attends. Il y a quelqu'un qui pose la question sur. Il y en a. هل تعرف كاش قناة تاع شروحات ام سي دي يو خصني كاش فيديو يشرح ادخل حيتم tu rentres sur internet enfin ce truc tu écris MCDU وغادي يخرج لك l'Airbus en général les LCDU il y a toute une panoplie même celui du 37 tu choisis l'avion تاعك تشوف تشوف الشروحات il y a comment il s'appelle il y a Morad qui me disait il n'arrive pas trop à être avec nous parce que Ils volent pas mal, là. tu veux dire il vole tout le temps mais bon J'ai pendant vu ce temps j'ai vu qu'il faisait un Batna Jeddah. oui ouais, il était à Jeddah quand je lui ai parlé il m'avait appelé de Jeddah justement et et, et le problème c'est que bon il s'occupe un petit peu de sa mère Ah bon, sa mère, elle est malade? apparemment de plus en plus quoi Ah oui, mais je me souviens. Tu te souviens d'elle? oui très je la connais Ah oui oui, d'accord, oui. Moi, je me souviens même de son père qui était à Air France aussi. ouais, ouais, c'est vrai. Hmm. Ça il pas changé le tu sais ce matin il y avait un bug hein, sur TikTok il y avait un bug. Bon. Oui, alors quand tu rentrais par exemple dans un live, il n'avait ni l'autre, ni rien, tu avais seulement le participant et sans les commentaires. Et pour tout le monde. Hein. Ah, d'accord. Donc après, je pense qu'ils ont Captain G. Ah, Did you work with Captain Trouble C? The father. sure, we've worked with Captain Trabelsi, sure. Même moi, je Ah, travaille avec Trouble C. Il n'y a pas que j'y vais. ouais, Ammar. c'est Ammar. C'est Ammar. Il est toujours resté jeune, hein. J'ai vu des photos de lui récemment, ça va, hein. Parce qu'il se maintient, il fait du sport. Hein. Il fume Ouais, pas. ouais. Il fait du sport, il est tout le temps en salle de Et c'est sport. quelqu'un qui a dû passer les 80 balais, hein, largement, hein. Oui, oui, oui. Parce Là, qu'il est beaucoup plus vieux que moi, hein. Il a au moins une dizaine d'années de plus que moi, facile, hein. oui, 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 oui. Il fait. Attends, je vais te dire. Déjà, Hanafi, il fait 80. Déjà. Enfin, plus, Hanafi. Euh, Sahad, il fait 80 déjà. Ouais. Je vais te dire, hein, donc, il Ah tourne ouais, ouais. 85 facile, 86. 85. Moi, je pense qu'il a au moins 10 ans de plus que moi, donc ça lui ferait 85 ans, ouais. Exact. Salut, Shuaib. Oh là. Oh là, Shuaib, oh là. Bonjour, le sultanat. Allez, lancez-vous, posez des questions. Posez vos questions d'ordre général en aéronautique, bien sûr, et, ou d'ordre orienté aussi, toujours dans l'aéronautique, bien sûr. Et en évitant la terre plate. De préférence, parce qu'on va vous répondre simplement, elle est ronde, elle est sphérique et aplatie au sol, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et that is the truth. Je vais très bien, Nad 63. Tu n'as pas encore tu n'as pas encore eu une date pour aller faire un tour du côté de notre ami? J'y vais. Tu as reçu un coup de fil? J'y vais. Est-ce que les pilotes algériens peuvent... Non. Quand ils sont en fonction, tu veux dire, est-ce que les pilotes algériens peuvent aller en Europe sans visa? Quand ils sont en fonction, oui. Parce qu'ils ont le ID card,
qui dit qu'ils sont pilotes dans telle ou telle compagnie, enfin, que ce soit Algérie ou Tassili, ils ont une licence en état de validité et ils ont une déclaration générale quand ils sont en fonction. En fonction, ils n'ont pas besoin de visa. Ils ont une déclaration générale. Vu qu'ils n'y vont pas pour le tourisme, donc c'est un... Ils y vont... Mais ils sont comme tout le monde, quand ils sont en dehors de fonction, il leur faut le visa pour aller dans un pays européen. Aussi simple que ça. Des fois, la compagnie, bien sûr, comme les pays comme la Russie et tout, ils leur font ce qu'on appelle un visa automatique. C'est la compagnie qui le fait. Mais toujours visa, quoi. Et ils sont comme tout le monde. Par contre, quand ils travaillent, non. Quand ils travaillent, non. Ils n'ont pas besoin de visa, sinon tu t'imagines. Il y a la déclaration générale, suffit. J'y vais. Oui. Tu as réfléchi enfin, tu as une date pour aller chez... Oui, je te dis, peut-être entre le 5 et le 17 juin. Ok, Dans ces eaux-là, hein, à ok. préciser, parce que j'ai différents rendez-vous entre... Et c'est un moment où je suis à peu près libre. Donc, vraisemblablement dans cette période-là, voilà. Très bien. Tu viendrais, toi aussi, ou bien? Oui, si, on verra en profondeur. Ouais, d'accord. On verra. Je peux faire un tour, c'est pas... Mhm. À confirmer, voilà. Ouais. Il est sur le live, Gérard, là? Je lui ai envoyé la notification. Ah, d'accord. Ouais. Alors, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Il n'y a que des bonjours. Pas des Hein? choses. Et... comme les Qui m'a mots bonjour, toi. je suis sûr qu'ils attendent pour faire les boises. Le semeur de trouble. Du diable. Faire l'altitude densité. Alors. Ok. Alors, l'altitude densité. On va commencer par l'atmosphère standard. Donc, l'atmosphère standard, c'est une table qui définit des valeurs sur lesquelles tous les instruments barométriques, etc., et les performances des avions sont répertoriées. C'est-à-dire que à chaque altitude dans l'atmosphère standard correspond une pression, correspond une température standard et par voie de conséquence une densité, une masse volumique et donc une densité. Très bien. Donc, les avionneurs, etc., quand on calcule les performances d'un avion, quand on parle de performance, on parle par exemple du poids maximum auquel l'avion peut voler à une altitude donnée, à une vitesse donnée, compte tenu de la poussée de ses réacteurs, et etc., etc. Très bien. Donc, toutes les performances de l'avion sont données dans l'atmosphère standard. C'est-à-dire que si l'atmosphère est standard, au niveau 350, partant une température standard, ou standard plus 10, ou standard moins 10, peu importe, l'avion est capable de voler à Mach 0,84 avec telle masse, par exemple. Très bien. Sauf que l'atmosphère standard, c'est des valeurs moyennes relevées dans l'atmosphère, et ce n'est en aucun cas les valeurs réelles le jour où on est en vol. Donc le jour où on est en vol, on va avoir à une altitude donnée, on va avoir une pression donnée, parce que ça, l'altitude, quand par exemple notre altimètre indique 35 000 pieds, la pression extérieure, on est sûr, c'est la pression qui règne dans l'atmosphère standard à 35 000 pieds. Ça, il n'y a pas de problème. Pour autant que l'altimètre soit calé sur 1013, bien évidemment. Sauf que la température extérieure n'est pas forcément la température standard. Très bien. En conséquence de quoi? Si la température extérieure n'est pas la température standard, selon la loi des gaz parfaits, P égale ρ RT,
En fonction de la température, pour une pression qui est connue, nous aurons donc une masse volumique qui sera éventuellement différente de celle qu'on aurait dû rencontrer si l'atmosphère était standard. Cette masse volumique convertie en densité, je rappelle que la densité, c'est le rapport entre la masse volumique de l'air à ce moment-là et la masse volumique de référence qui est 1,225 kg par mètre cube. Donc la densité de l'air ce jour-là n'est pas la même qu'à 35 000 pieds dans l'atmosphère standard. Si la température est plus élevée que le standard, la densité sera plus faible, et si la température est plus basse que dans le standard, la densité sera plus forte. Mais cette densité, on va la trouver, donc la densité réelle aujourd'hui, on va la trouver dans l'atmosphère standard à une altitude soit supérieure, soit inférieure. Imaginons que nous soyons au niveau 350 à 35 000 pieds et que la température soit standard plus 10. Ça veut donc dire que la densité de l'air sera plus faible, puisque la température est plus élevée. Ça veut donc dire que la densité sera plus faible. Ça veut dire que cette densité plus faible, dans l'atmosphère standard, on ne va pas la trouver à 35 000 pieds, on va la trouver plus haut. Et le plus haut, l'altitude à laquelle nous allons rencontrer cette densité que nous avons aujourd'hui, et ben c'est ça, l'altitude densité. C'est-à-dire, c'est l'altitude dans l'atmosphère standard à laquelle on trouve la densité du jour. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que l'avion, par exemple, vole au niveau 350 à 35 000 pieds censément, mais comme la densité est plus faible que la densité dans l'atmosphère standard, c'est comme s'il volait à 35 600 pieds ou 36 000 pieds, que sais-je, tout dépendra de la valeur de la densité, donc de la température, de combien la température sera en excès par rapport à la température standard. Et donc, à ce moment-là, il faudra non pas utiliser, on n'utilisera pas les performances de l'avion à 35 000 pieds en standard, mais on utilisera les performances de l'avion à 36 000 pieds, par exemple. Bon, alors c'est pas comme ça qu'on fait en pratique. En pratique, on va pas chercher l'atmosphère. Le pilote n'a pas besoin. Je parle quand on travaille avec des tableaux, parce que bon, avec les ordinateurs, tout est réglé. Mais le pilote n'a pas besoin de calculer l'altitude densité. En fait, il la prend en considération parce que dans les tableaux de performance, on a les performances de l'avion, température standard, standard plus 5, standard plus 10, standard plus 15, et standard moins 5, standard moins 10, standard moins 15. Et donc, on va voir justement que les performances de l'avion augmentent ou diminuent selon que la température, si la température est inférieure au standard, les performances sont meilleures. Si la température est supérieure au standard, les performances sont moindres, tout simplement parce que l'altitude densité est plus élevée que l'altitude pression. Voilà. Et encore une fois, vous avez dans mon tableau, dans ma vidéo sur l'altimétrie, je crois que je parle de l'altitude densité. Oui, j'en parle. Voilà. Donc, si vous regardez mon Pagnol, il a la fièvre. Je lui ai dit, Okhrot. Il a décroché direct. Bonjour Mandy, bonjour JB, salut le chat. Il a décroché direct. Harbi, je perds la connexion. Là, il y a eu. La fièvre ou bien c'est l'altitude densité qui lui a donné la fièvre? Non, il a dû avoir 2-3 neurones de pété là, direct. C'est ce qu'il a dit au début. Ouais, il fait du sarcasme. J'allais monter, et maintenant j'ai peur. Vidéo, JB, on n'a pas parlé de ta vidéo sur l'humidité relative. L'humidité relative, ouais. Il y a beaucoup de formules là. Ouais, il y a beaucoup de formules, mais bon, moi. Dire, c'est à la fin. C'est comment
on gère un éventuel brouillard de rayonnement, par exemple. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais ce qui m'a étonné, c'est cette centrale météo là qui est un peu archaïque. Je veux dire, bon, je sais pas, peut-être qu'il y a quand même d'autres outils maintenant, non? Il y a d'autres outils. Il y a les hygromètres à capacité, dont j'en parle j'en parle les appareils qu'on utilise. À ce moment-là, qui nous donnent l'humidité relative directe. Mais quel que soit X, on ne mesure pas la température du point de rosée par elle-même. On obtient la température du point de rosée soit en rentrant avec la température et la température du thermomètre humide, avec la formule que j'ai donnée, ou bien on rentre avec la température de l'air et l'humidité relative qui va être mesurée par un hygromètre à capacité. Et puis voilà, dans tous les cas de figure, les formules que je donne sont les formules que l'on utilise réellement. Voilà. Ouais, parce que quand tu vois bon, les bandes à gaz humidifiées, tout ça, bon, c'est assez. Ah oui, mais c'est un truc qui fonctionne très Ouais, bien. ouais, Hein. qui fonctionne très bien, je n'en doute Fonctionne pas. très J'en bien. doute pas. Voilà. Simple, qu'est-ce que tu veux C'est dire le. par relecture? Pardon. Je suis en train de voir qu'est-ce qu'il veut dire par relecture. Simple. Il dit Deux relecture. fois. Il l'a dit deux fois. Ouais. Question, ouais. Ouais, il a dit relecture, relecture, relecture. Mais de quoi? Attends, on va monter Hussein. Hussein. Allô, allô. Hussein. Salut, Jetstream. Ouais, la communication. Bonjour. Ne me dis pas que. La communication là est très mauvaise. Ouais, la connexion, ouais. À Brazzaville. Les darons la 5G, elle est devenue mauvaise. Ma femme. Ce n'est pas que là-bas, hein, partout. Hein. Ça va? Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des compagnies au Cameroun, ouais, bon, avec ils opéraient avec des avions, le MAT 60. C'est comme un ATR 62, mais d'une fiabilité incroyable là, Ah ouais, et d'une résistance vraiment. Hein. personnellement. Nouvelle Air Congo, ah oui, oui, magnifique comme avion. Non, ils n'ont pas la certification américaine et européenne. Donc, on l'a dit, en Algérie, utilisé mais plein ligne intérieure. C'est moins cher qu'un ATR 42. Ils voudront C'est pas. plus fiable. Où les Chinois, ils sont plus soin, les dorment. Mais Parce que, علاش كيما هنا, même la compagnie حبست les MA 60, il y avait 3 à Nouvelle Air Congo. Ils sont en train de leur construire un centre de maintenance. Ben, ils chutent la sous-région. Vraiment magnifique comme avion. Hein. oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais très bien comment ça On a marche. voyagé le poste 2 fois. Oui, mais c'est de la politique, comme ça. Mais ouais. si un entrepreneur algérien est utilisé avec l'approbation des autorités en Algérie, بصح ما يخرج ما يخرج ولا خرج يخرج غير لابري. Mais L'Algérie, c'est un très très bon avion. Hein. il y a un retour. Hussein, il faut savoir que. Et ok, là. Le problème, c'est que c'est des textes. Et tu sais très bien qu'à la NAC, nouvellement et fraîchement installée, doit répondre à des trucs. Elle peut en aucun cas autoriser une importation d'avions qui ne peuvent pas sortir en dehors du cadre Algérie ou vers l'Afrique. C'est impossible. Parce qu'ils sont ICAO, ils sont ils sont ESA, ils sont... Non, si, il y a des règlements pour ça. Mais ils acceptent Là, il y a des règlements pour ça. Moi, j'ai participé à des télécommandes. Il y a une certification. Bon, mais je vais une certification. Mais il y a des règles pour ça. Même l'OACI, il y a des règlements pour ça.
issu des règlements OACI, parce que C'est Rachid. l'Algérie est signataire. Non. C'est Rachid, salut. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand tu Oui. as un avion qui est hors des normes du restant de ta flotte, c'est un peu problématique. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'exploitation, etc. Il vaut mieux avoir des avions qui sont conformes à toutes les réglementations, hein. Voilà. Pour la conformité, il y a des règlements pour ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'un avion fiable qui a été utilisé au Congo. Il est utilisé au Cameroun par la CAMER pour les lignes intérieures. À la balle, ils des pistes Courte et courtes. productive. En plus, il est à peu près stall. Je ne vais pas dire qu'il est stall. Et terre battue, mais comme avion, il peut vadrouiller en Algérie, qui m'a fait Sahara, qui m'a gda. Le coup de maintenance, il est vraiment très bas. Ou avec une assistance par les Chinois, très, très sérieuse. Ils sont vraiment sérieux, ces gens-là. Ils sont tout le temps là. Enfin, ils étaient, parce que les avions, les parois, Il y a vraiment une connexion très assurée. On n'arrive pas à percevoir 2 mots sur 3. Vas-y, JB, tu voulais répondre Ouais, sur... je voulais répondre à Sifer, là, Ouais. pour la vitesse à pente max. Et alors, bon, là aussi, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, hein, sur la montée. Je crois qu'il y a un truc qui porte de la montée. Bon, je vais juste rappeler le principe. Alors, les deux vitesses, elles répondent à 2 points particuliers sur les courbes les courbes aérodynamiques de l'avion et les courbes de puissance. Alors, tout d'abord, la montée à pente max. Si on appelle θ l'angle du plan de montée, d'accord? Si on l'appelle θ, on démontre qu'en montée, la tangente de θ égale à t sur p moins 1 sur f. Alors, je m'explique. T étant la poussée, p le poids, moins 1 sur f, f étant la finesse. Cz sur cx. Coefficient de portance sur coefficient de traînée. En conséquence de quoi? Si on se rappelle, si on garde dans la tête, tangente θ égale t sur p moins 1 sur f. Pour une poussée donnée, t donnée, un poids donné, la pente sera maximale lorsque 1 sur f sera minimal. Pour que 1 sur f soit minimal, il faut que f soit maximal. En conséquence de quoi? Nous aurons la pente maximale de l'avion, la vitesse de pente maximale sera donnée lorsque l'on sera à l'incidence de finesse maximale. D'accord? Donc voilà d'où vient la vitesse Vx, qui est la vitesse de pente maximale. Par contre, la vitesse qui va donner la meilleure VZ, la meilleure vitesse verticale. La vitesse verticale d'un avion, elle est en fait obtenue par l'équation suivante. VZ égale WU moins WN sur P. WU étant la puissance utile, c'est-à-dire la poussée des réacteurs multipliée par la vitesse, moins WN, la traînée, puissance nécessaire, traînée multipliée par vitesse, divisée par le poids. En conséquence de quoi? La vitesse à laquelle la VZ sera maximale ne correspond plus, cette fois-ci, à la finesse maximale, mais correspond au point où la WU est le WU moins WN est maximum. Alors encore une fois, il faut regarder dans mes tableaux, parce que vous avez la courbe de WU et la courbe de WN, donc l'endroit où la WU moins WN sera maximale, ça va nous donner la vitesse de VZ max. Pour avoir un ordre de grandeur, sur un avion de ligne, moi si je parle des Boeing que j'ai pilotés, on avait
la vitesse de pente max qui, selon le poids, bien évidemment, mais en gros était aux alentours de 210, 220 nœuds, vitesse de pente max, et la vitesse de VZ max qui était aux alentours de 280 nœuds, pour avoir une idée, voilà. Et en général, d'ailleurs, la vitesse de VZ max est toujours supérieure à la vitesse de pente max. Quand est-ce qu'on utilise la vitesse de pente max? Eh bien, quand on a une restriction d'altitude sur une distance donnée. Bon, le contrôle vous demande d'être au niveau 80 dans 20 nautiques, vous allez adopter la vitesse de pente max. Si on vous demande d'atteindre le niveau 150, on vous dit expedite through flight level 180 par exemple, donc accélérez votre montée jusqu'à passer le plus tôt possible le niveau 180. À ce moment-là, vous allez prendre la vitesse de VZ maximale et ça vous permettra d'atteindre l'altitude qu'on vous a attribuée dans le temps minimum. Voilà ce que je peux dire sans prendre sans pouvoir faire de schéma ni rien. Voilà. Eh ben, pour parler du Bird Strike, c'est tout ce qui concerne impact d'oiseau, que ce soit au décollage ou en vol dans le deuxième segment, pratiquement en dessous généralement du niveau 100. Et c'est un phénomène redouté par pratiquement tous les pilotes et par les contrôleurs. Et quand il y a par exemple un bird à Vicinity Airport, il est signalé sur la TIS en disant voilà, ou bien par Pilot Report quand il est en finale. Il dit voilà, on voit un essaim d'oiseaux par exemple à proximité. Bon, les aéroports qui sont dotés de paroucheurs ou là de ce qu'on appelle les trucs, donc les faucons et trucs et tout, bon, ils échappent un petit peu à ça, mais il y a des endroits où il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, même dans un aéroport aussi gros que LaGuardia, quand il avait décollé avec l'Airbus 320, ben, il a eu un Bird Strike qui lui a coûté 2 moteurs et ça a fini comme ça a fini dans le lac Dutton. Voilà. Tu disais également que les avions étaient dotés d'avertisseurs, mais que ce n'était pas trop efficace. Pas du tout, ouais, pas du tout, pas du tout. Ben là, ils vont aller pour trouver quelque chose parce que de plus en plus, avec alors le changement climatique, avec la migration des oiseaux qui changent d'itinéraire par rapport au continent, ceci, cela, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Hein. Moi, je me rappelle très bien, à Oran, on avait, oui, il connaît bien, j'y vais, le Daya, le lac qui est juste à droite en arrivant sur l'approche d'Oran. Il y avait la migration des flamants roses. Et on avait une peur bleue un petit peu qu'on tombe un petit peu avec ça. Il y avait la CEPRA, il y a la CEPRA où il y a les mouettes, les trucs, donc il y a des décharges aussi qui ramènent tout ça. Et c'est à côté des aéroports, surtout en Algérie. À Alger aussi, tu as la finale 23, tu as le Meftah, tu as la piste 09, ça c'est terrible. Quand la mer est agitée, par exemple, que les mouettes ne peuvent pas se poser sur l'eau, eh ben, elles rentrent sur le continent. Exactement. Voilà. Donc tout ça rentre en ligne. Il y a les cigognes aussi. Moi, j'en ai pris une fois au décollage d'Alger. Ah oui, oui. Et c'est un gros morceau, la cigogne. Ça rentre dans un réacteur. Il est foutu, le réacteur. Hein. J'en ai pris une sur le montant central du pare-brise de 727. Ouais. Ça fait du sang. Hein. Et un flamant rose, c'est encore pire. علاش ما تهضروش بالعربيه باسكو ما نعرفوش نهضروا بالعربيه باسكو نهضروا باللغه اللي نبغوا نهضروا فيها يا المغربي بغيت تعلم فرنسيه باش تفهمنا كيفاش نتكلموا الفرنسيه باسكو حنا نتقنوا الفرنسيه وهذا يسموه لايف بارلون افياسيون نتكلموا به باللغه اللي نحبوا هذا اللايف تاعي اوكي allez s'y faire on peut parler du risque de virage engagé et conduite à tenir tu vas en parler JB. Ouais. Le virage engagé, bon, ça peut pas arriver sur les avions de ligne, hein. Surtout avec tous les avions qui sont équipés de fly-by-wire. Donc, par définition, l'inclinaison ne dépassera pas la valeur
limite compte tenu du poids, de l'altitude, etc. Le virage engagé, c'est quoi? C'est un virage dans lequel on est au-delà de 90 degrés, c'est-à-dire les commandes commencent à être inversées. Quand on tire sur le manche, l'avion descend et quand on pousse sur le manche, il monte. Ben, le seul moyen, donc, le virage engagé, on peut le trouver que sur les petits avions où il n'y a pas de protection d'inclinaison. Et ben, il faut agir directement sur les ailerons pour ramener l'inclinaison voulue et surtout ne pas tirer sur le manche parce que si on tire sur le manche, on va descendre. Voilà, c'est tout. La descente, exact. C'est le genre de truc qui se produit lorsque on se tue pour aller dire bonjour à des copains. Il y a un copain qui a une ferme là, et puis on dit tiens, on est avec un avion d'aéroclub, on dit tiens, je vais aller dire bonjour, et on tourne autour de la ferme, on regarde en bas et on fait pas attention, et on passe en engagé et ça se termine au tapis. Voilà. Et ça, c'est vu. Et ça, je l'ai déjà vu. Voilà. S'il si je comprends bien ce que tu es en train de dire, tu veux dire que si tu as un feu à 100 pieds, pourquoi ne pas réatterrir s'il nous reste encore la main durable en piste? Ben, si tu as dépassé V1, Voilà. la meilleure façon de se casser la gueule, qu'il soit à 100 pieds ou là, 50 pieds, on lift off le feu, c'est d'essayer de se reposer. Ça c'est vu, ça c'est terminé. Parce que le principe d'une checklist et d'une procédure, c'est de la faire de bout en bout pour sécuriser le moteur. Surtout quand c'est un feu et on ne peut pas savoir comment il va se propager. La preuve, tu crois que, bon, la piste Concorde, quand il a eu le feu, il aurait pu aussi tenter de se poser. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est terminé, ça c'est très mal terminé, mais le principe, c'est tout est calculé pour que, après une certaine vitesse de décision, c'est de décoller, quel que soit le problème, et le résoudre en fonction des procédures bien établies, en faisant les checklists bien faites et en avertissant le contrôleur de l'intention après avoir traité tout ça et revenir. Il ne faut pas rentrer en mode créatif. On peut tout faire quand on veut rentrer en mode créatif, on peut tout faire. Je suis d'accord avec toi. Oui, je décolle, j'ai un feu, ben je me repose. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez, dans la vidéo que j'ai faite sur la résolution des problèmes dans les cockpits, je parle du schéma de Rasmussen. Ouais. Quand on se base sur des lois, c'est ce que vient de dire Nourdine, on a une procédure. La procédure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Engine fire, thrust lever close, start lever cut off, engine fire switch pull. Ensuite, on éteint le feu avec les extincteurs, machin, tout ça. Et on continue le décollage. On continue le décollage. À aucun moment on nous dit, regardez qu'est-ce qu'il vous reste de piste, si vous voulez faire, machin. Non, ça n'existe pas. Après V1 qui m'agalcom, après V1, on continue, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas à dire, sinon après on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est. C'est l'application stricte de la procédure. On règle le problème. L'avion est prévu avec un moteur en moins, il n'y a aucun problème. Pourquoi on va tenter de le reposer? On ne sait pas combien il va nous rester de piste devant, rien du tout. Non, on continue et on revient, on se remet dans une approche standard avec un moteur en moins et aucun problème. C'est tout. Voilà. Rajouter à cela, JB, qu'à 100 pieds, puisqu'il parle de 100 pieds maintenant, il te dit 100 pieds. 100 pieds, le gear est up. Alors tu imagines, tu vas tout computer à 100 pieds, avoir un engine fire, vouloir te reposer, le gear étant déjà sur up, parce que positive rate of climb, gear up. Donc ressortir le train, l'inertie du train, c'est le crash assuré. Hein. S'il y avait une chance sur 1000 de réussir un truc comme ça, il l'aurait prévu. Donc voilà. Non, il y a des procédures. Déjà, vous réalisez que une accélération arrêt menée à V1 pile, yani à V1, déjà, toutes les accélérations arrêt qui ont été menées à V1, ça s'est pas toujours très bien terminé, déjà. Hein. Alors, à plus forte raison quand l'avion a déjà décollé. C'est même pas la peine d'en discuter. Ça peut se faire avec un petit avion.
mais pas avec un avion de ligne, hein. Exact. Avec un petit avion qui a besoin de 500 mètres pour décoller et qui décolle sur une piste de 3500 mètres, ça, il n'y a aucun problème. Mais pas avec un avion de ligne. Comment ça se fait une épreuve psychologique des pilotes commerciaux en Algérie? Le test psychologique, il est juste pour la sélection. L'épreuve est prévue, donc tu as la sélection, enfin écrite, test d'ordre général, mathématiques, physique, à peu près, truc quand les gens sont universitaires. On va à la sélection, ensuite ils ont le test psychotechnique et psychologique. Psychologique, il consiste à rassembler du monde, voir comment ils vont travailler ensemble, etc. Mais ça, si tu veux avoir tous les trucs, c'est pareil, c'est exactement pareil, sauf que chaque compagnie, quand elle fait son recrutement, elle utilise des skills différents ou bien des protocoles différents. Pour ne pas... Bon, parce que c'est comme ça, chacun veut mettre son logo sur le truc, mais en réalité, ça se ressemble tous. Donc, Alors, la bleed et, et le cross-bleed. Hein. La bleed, c'est une vanne qui permet de soutirer de l'air comprimé depuis les compresseurs. En général, ça prend de deux niveaux, à deux niveaux de compresseur, à 2 étages, selon le besoin. Si on a besoin de beaucoup de pression, on va prendre sur 2 étages. Si on a besoin de moins de pression, on va prendre sur un seul étage. Ça dépend des avions, bien sûr. Donc, cet air est soutiré pour aller alimenter tout ce dont on a besoin en pneumatique. Alors, ça peut être le conditionnement d'air. Bon, à ce moment-là, l'air va repartir vers les air cycle machines, donc les conditionneurs d'air. Ou bien, ça peut être les starters, qui sont des starters à air sur les réacteurs. Et donc, voilà. Alors, donc, on alimente au départ pour le démarrage des moteurs, on utilise la bleed APU, donc on tire de l'air de l'APU qui va pressuriser le système pneumatique, qui va alimenter les starters. Quand on va ouvrir la vanne de starter, on aura de l'air de la bleed APU qui va faire tourner la turbine du démarreur, lequel démarreur va entraîner le N2, le train N2 du réacteur. Maintenant, si on va prendre l'éventualité où on a démarré un moteur avec l'APU et l'APU est tombé en panne après le démarrage du premier moteur. On n'a pas de air starter unit, on n'a rien. Donc à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un cross bleed start, c'est-à-dire qu'on va utiliser la pression délivrée, la bleed du moteur qui est en rotation, pour alimenter le système pneumatique et alimenter le démarreur de l'autre moteur. Alors ça dépend des avions. Il y en a pour lesquels, en étant au ralenti sur le moteur en rotation, ça suffira comme pression d'air pour alimenter l'autre starter. Et il y en a d'autres où il faudra légèrement accélérer le réacteur pour avoir la pression voulue pour pouvoir démarrer l'autre réacteur. Voilà comment ça marche. C'est pour ça qu'on appelle ça cross-bleed. On prélève de l'air sur un réacteur pour alimenter l'autre, pour alimenter le starter du deuxième. Voilà. l'escroc a posé la question parce qu'il a piqué une pièce. Ah oui. Salut les gars, vous allez bien? Salut. Salut, Spanish. Et du coup, tu dis que ça fonctionne par étage, du coup, le crossbleed. Mais si l'étage, il est inop, c'est entre les étages. On s'entend. Quand je dis étage, ça veut dire que la bleed, il y a un régulateur de pression. Et la bleed, c'est une chose, mais à l'intérieur du réacteur, ça va prendre. Par exemple, sur les JT8 que j'ai pilotés, on avait de l'air du 8e et du 13e étage. Selon la pression d'air dont on avait besoin, du débit d'air dont on avait besoin, il prenait que du 8e ou bien du 8e et du 13e. Voilà. Okay. C'est ça les 2 étages. Mais les 2 étages, ils fonctionnent forcément puisque le réacteur tourne. Donc, les compresseurs, il y a tous les étages de compresseurs qui compriment. Hein. Voilà. Appelé HP, c'est ça? Voilà. Sur ça, je vais aller prendre le thé, moi. À tout à l'heure. Ouais, Haroun, il faut poser la question à l'heure. Bien d'en sortir. Ah, c'est pas prêt encore? Pas prêt encore, alors. On est encore là. Ok. Ah ouais, il y a un DR, il y a un délai. Oui. Il y a, comment il s'appelle? De double blanc.
qui a publié un truc intéressant par rapport à Boeing. Ouais, Ah, mais bon, c'est donc un extrait du manuel de formation de l'équipage du 767. Et donc, il parle là des freins automatiques. Et je lui avais même posé la question par rapport à ça. Alors, il y a un extrait qu'il a surligné, c'est donc l'initiation immédiate de l'inversion de poussée au toucher du train principal et l'inversion complète de poussée permettent au système de freinage automatique de réduire la pression de freinage au niveau minimum. C'est valable sur Oui. tous les avions qui sont équipés de freins automatiques. Et je me posais la question de savoir euh, à quoi Pourquoi? sert, ouais, exactement, puisque bon, les rivers sont là, à quoi sert de Ben, déclencher carrément bon, tu vois ce que je veux alors, dire? C'est je m'excuse, l'autobreak. Exactement. je vais sortir une formule mathématique. Les freins automatiques, en fait, quand on sélectionne une position des freins automatiques, on sélectionne une décélération, gamma. Donc, on rentre dans une formule qui est la formule de variation de la vitesse en fonction de l'accélération. V2, V au carré, moins V0 au carré égale 2 gamma x. C'est-à-dire la vitesse finale moins la vitesse initiale, au carré, chacune au carré, est égale à 2 fois l'accélération que multiplie la distance parcourue. En réalité, donc, sélectionner donc, va nous donner sélectionner une position des freins automatiques va nous donner une décélération gamma. Pour obtenir cette décélération qui va donc nous faire décélérer l'avion selon un certain taux, on peut utiliser que les freins, donc ne pas utiliser les rivers à ce moment-là, on va beaucoup laisser les freins qui vont seuls être sollicités pour avoir cette décélération. Mais si on met des rivers, eh ben, l'effet des rivers, l'effet de décélération des rivers va permettre de soulager les freins, mais la décélération sera rigoureusement la même. Simplement, c'est le travail effectué par les freins qui sera moindre par l'utilisation des rivers. Voilà. Et parler aussi donc de cet effet quand même vertical de la poussée enfin de cet effet vertical sur les freins. Quand tu mets les aérofreins, donc il y a une poussée aussi qui s'exerce. Et tout ça est pris en compte par justement ces freins automatiques. Et tu as le mal. Les freins automatiques, ils travaillent tout seuls. Ils travaillent tout seuls. Eux, ils sont bêtes et disciplinés. Ils te font une décélération de, mettons, on va dire, peu importe un chiffre, hein, moins 1 mètre par seconde, par exemple. Donc, toutes les secondes, ta vitesse va descendre de 1 mètre par seconde. Voilà. Donc, si tu es à 100 mètres secondes, eh ben, il faudra 100 secondes pour arriver à zéro. Par exemple, d'accord, avec une décélération de moins 1 mètre par seconde. Voilà. 1 mètre par seconde au carré. Ok, très bien. Maintenant, le travail qu'il faut faire pour faire décélérer l'avion comme ça, il peut être fait seulement soit par les freins tout seuls, à ce moment-là ils vont beaucoup travailler, ou bien par les freins plus les aérofreins, plus les rivers. Et les rivers vont soulager les freins, mais la décélération sera rigoureusement la même. Et ils te disent donc bon, oui, vas-y, Nordine, vas-y. oui, parce que j'ai répondu à quelqu'un, mais j'avais le micro éteint tout à l'heure. À Simplet qui dit aucune réglementation n'interdit de réatterrir sur une piste 4K. Merci. Non, c'est faux ce que tu dis. Simplement que la réglementation n'a rien autorisé ni interdit parce qu'il y a une procédure qui te dit qu'à V1, à la vitesse critique de décision, aucun reject take-off n'est autorisé, ni faire quoi que ce soit. C'est de décoller.
Même si la piste fait, voilà, je vais dire une connerie, 10 km. Bon, c'est ce qui est ma truc pour l'instant. Parce qu'il faut savoir qu'à la vitesse de décision, justement, tout est calculé en fonction. Si l'avion fait un lift-off à VR, qui est après V1, ou il est juste après, ou bien V1, VR collé quand la piste est sèche, des fois V1, et tu as VR la rotation qui est plus loin de à peu près 6 à 8 nœuds en fonction de la piste si elle est mouillée et tout. Si l'avion décolle, il faut savoir qu'en décollant, il est en train de bouffer de la piste. C'est une piste qui est en bas, mais il est en train de bouffer de la distance. Même si la piste fait 4 km, c'est-à-dire comme celle de, je pense, de Lyon, la 36 gauche, non, c'est pas prévu. Sinon, ça va à la catastrophe, on l'a dit. À V1, c'est V1. Aucun reject take-off n'est autorisé. Arrêt décollage, ni de réatterrir. Voilà, that's it. Et c'est comme ça. C'est pour ça que la réglementation, on n'en parle pas. Parce que pourquoi veux-tu qu'elle s'immisce dans un truc où il y a déjà des clivages, des trucs bien faits. Voilà. Donc, il faut pas- Ton, ton, ton thé n'est toujours pas prêt, JB? Le thé n'est toujours pas prêt? Ah, On m'a annoncé une ETA dans 2 minutes. Envoie une ED. Je t'envoie une ED, JB. Parce que Le donc, thé est le thé est en finale, donc je vais y aller. mais juste un truc là, parce que je voulais continuer juste sur le sujet, ça va être simple, hein. Ouais, C'est toujours le manuel de formation de l'équipage du 767, hein. ouais, Alors, on parle du frein automatique. L'utilisation du système de freinage automatique est recommandée lorsque la piste est limitée, ouais. lors de l'utilisation de la vitesse d'approche supérieure à la normale, lors d'un atterrissage sur des pistes glissantes ou par vent de travers. Ouais. C'est logique. Alors, C'est logique. pour un fonctionnement normal du système de freinage automatique, sélectionnez un réglage de décélération, les réglages incluant max auto, 3 ou 4, 1 ou 2, etc., Voilà. etc. Low, medium et max. Low, medium, max. Donc, Et est-ce que ça Voilà. veut dire que À tout à l'heure. Vas-y, JB, ben, écoute, vas-y. Je lui poserai tout à l'heure la question. vas-y, continue. Donc voilà, c'est terminé. C'est ce que je voulais dire par là. Est-ce que les Oui, il est freins pilote, automatiques, Nordine, est-ce que les... Non, ouais, Nordine, il peut me répondre aussi. Je suis bête, moi aussi, hein. Est-ce que les freins automatiques sont utilisés que dans ces cas-là? C'est-à-dire Non, que quand tu as quand même... non, non. Eh ben Non. oui. Ils ne sont pas utilisés que dans ce cas-là. D'accord. On te dit, en fonction, bien sûr, de l'état de la piste, il y a même un tableau pour le freinage automatique, c'est-à-dire la position. Dry, wet, ceci. Donc, on te donne même un tableau. Braking action poor, braking action good, braking action ceci, cela, cela. En fonction de ces données du jour de la piste, tu positionnes ton autobreak. Il y a des fois, on se posait en 330, on ne mettait pas l'autobreak, par exemple. On se suffisait de se poser, reverse idle même, parce qu'il faisait pas de vent, truc normal, piste sèche, pas de problème, d'accord. Et l'avion s'arrête, il perd son énergie cinétique le plus rapidement possible, et ça s'arrêtait là. Mais le système est là pour justement Airbus, par exemple, Airbus, Sabré qui est là en même temps, et il te dit, il est préconisé de le mettre tout le temps sur l'eau, même si tu n'en as pas besoin. Tu le mets sur l'eau, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, tu es durable, tu es léger et tout. L'eau. Quand c'est une piste contaminée, enfin mouillée, truc contaminé, tout, surtout contaminé, hein, c'est enneigé ou là, médium. Et le max, il est utilisé pour l'RTO. On l'utilise jamais pour se poser, jamais. Parce que il est utilisé pour le reject take-off, parce que une fois le reject take-off est fait, schlack, terminé. Il va freiner, il va t'arrêter cet avion en un rien de temps, hein. Voilà. Mais ces positions existent justement pour l'utilisation. Et si tu veux t'en passer, tu peux t'en passer en fonction des conditions de la piste, c'est tout. Mais le max, ou bien sur 37 par exemple, ou 67, où il y a RTO, c'est RTO. Quand tu décolles, tu mets sur RTO. Dans le cas où tu as une reject take-off, ben lui, il va s'arrêter tout seul. En low,
c'est-à-dire qui va faire 37, qui a une position 1, 2 et 3, et reject, 67 kiff, avec l'équivalent de l'Airbus qui est low, medium et max, et c'est tout. Salut d'abord Sabri. Salut, Salut. Sabri. Sabri, ça va? Il t'a dit il est en direct du cockpit avec Beljord, Metref et Cory Bech Jr. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'il a écrit. Ah bon? Alors on va lui demander de mettre sa caméra. Tu leur passes le bonjour. Donc j'imagine que Cory Bech Junior est sur 330 en tant que nouveau copie peut-être. Metref doit être en S1 et lui il doit être en cabine. Salut, ça va. Mordel, Salut. on est chez toi là. On est au niveau 350 là. Ah mais attendez, tu n'es pas au niveau 350, tu es avec le... Ah non, non, ah non, non. Gueule. Sabri. Sabri. On entend mal, hein. La connexion n'est pas. Ah, attends, Bonjour tout le monde. salut toi. Et bonjour et au revoir, hein, parce que là je bosse. Je suis dans le cockpit. Allez, Pour une fois que je bosse, je vais être sérieux. Ciao l'équipe, Une bon fois- courage. Une fois que ça t'arrive, Ciao. allez, vas-y. Est-ce que les compagnies américaines admettent les pilotes qui ont fait leur formation en Algérie? Oui, s'ils passent leur FAA, pas de problème. Ou s'ils rentrent dans une compagnie qui accepte l'ICAO. Tassili, ils viennent à Orly maintenant? J'ai vu 3 avions là de Tassili à Orly. Oui, mais ils viennent, ça fait longtemps, ça dépend du programme, Barca. Je l'ai jamais vu. Ouais, je l'avais jamais vu. Ils venaient un peu en truc, ils venaient surtout à Charles de Gaulle. Mais bon, maintenant, vu qu'il y a, je vais te dire, il y a 330 qui sont en maintenance sur les 8 KR Algérie. Donc, ils sont en train de dispatcher. Donc, quand tu vois qu'ils font Doha et Dubaï avec le 37, NG avec un ETF à... J'ai vu. Ça doit être quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu fais ce que tu as avec les moyens que tu as. Hein. Enfin, ce que tu peux avec les moyens que tu as. Ouais, ça doit être quelque chose. Comme ça, hein, c'est... Il y a combien de temps d'Alger à Dubaï? En 3h30, là, tu as 6h30 à peu près. Et en NG? ETF à Une 9h. semaine. ETF, non, c'est, tu sais, ils croisent bien aussi, hein, mais le problème n'est pas là. Ils croisent bien, ils montent bien et tout. Confort. Et oui, les tops, c'est pratiquement la même chose, presque, hein, à peu de choses près, mais sinon, c'est... Le confort, ça doit pas être ça par contre. Hein. Mais si, tu as les sièges premières, tu as le premium et tu as l'écho. Non, c'est... Ben, ils font avec Paris, tu les as vus déjà, non? Hispanique, je t'ai pas entendu, après, là. T'as pas entendu quand il a dit, Sabri, il a dit, parce que tu poses la question à quel vol fait d'où? Je pense qu'il doit être en Espagne. Il lui a dit, je suis chez toi, il lui a dit à Nordine. Même Nordine l'a pas entendu, après, là. Ah, non, j'étais au téléphone en même temps. L'Espagne, pour lui, il était à Oran. Ouais. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit, quand il parle de Beljor, truc et tout, ça veut dire que lui, il a dû faire le Médine Oran, quelque chose comme ça, ou Jeddah Oran, et il fait rentrer l'avion sur Alger, avec Betref qui est commandant de bord NG en S1, le fils Cory Bech qui doit être, bon, il est copié sur mon 330, je sais pas, mais il a grimpé, donc il doit être avec lui, et Beljor en S1 aussi, qui doit aller faire un vol à partir d'Alger. C'est ce que j'ai compris. Ouais, les gars, je vous laisse, moi. J'attaque ma deuxième journée. Tu vas nous manquer. Ouais. Ah, on est... Merci. Bye. À voler les pièces. Hein? Je suis en train de faire mon avion dans le jardin, c'est mon père qui est en train de le monter. Ça dépend comment. T'inquiète. Tant qu'il signe la PRS, c'est bon. Il a la PRS, c'est bien. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Qu'il appuie bien. T'inquiète.
Allez, prenez soin de vous. Bisous. Ah, bisous, ciao. Tac, tac, bien sûr, connexion avec. Oh, attends, je suis en train de remonter un petit peu tard le courage. Vas-y, vas-y. Oui, ils doivent faire du pool, ce qu'on appelle des pools. Alors, direct, JB, il n'avait Hein? pas répondu à la question. C'est le thé, allez, salut. Ah, ouais, le thé, c'est sacré. Qu'est-ce que tu veux? Sacré. La continuous descente, ça, tu as différentes descentes. Descente progressive. Continuous descente, c'est faire un calcul empirique de ton début de descente, top of descent, jusqu'à pratiquement l'IAF et te poser, sans changer de truc. Mais en général, ça c'est ce qu'on appelle des mode reversion. Tu vas utiliser ou le level change ou un VS pour descendre progressivement, ou tu le laisses en automatique et lui il va gérer sa descente progressivement jusqu'à ce que il va gérer et la vitesse et le régime, donc le régime moteur qui va influer sur la vitesse et sur la pente de descente jusqu'à l'IAF, l'Initial Approach Fix, qui est pour se poser directement, quoi, pour entamer son approche directe. Voilà. Mais en général, vu que les approches, les arrivées sont normalisées sur les aéroports, en général, c'est rare où il y a des approches, sauf quand il n'y a pas de trafic, où là il y a une descente continuous descente. Mais en général, on te fait descendre tout de suite vers un niveau, et ensuite, à partir de là, une autre altitude, changement, QNH, vers une autre altitude, etc., jusqu'à la descente. Voilà. J'avais une question aussi plus haut de Gabriel. Est-ce que les compagnies américaines admettent les pilotes qui ont fait leur formation en Algérie? Si j'ai répondu, je leur ai dit, à moins qu'ils fassent la conversion FAE, ou bien tomber sur une FAA, dans les normes, trucs. C'est comme si, par exemple, ils voulaient travailler en Europe, c'est pareil. Il faut qu'ils fassent l'EASA. Ils changent de licence, ils se mettent au diapason avec le pays. Username, that was your question. Attends, je remonte pour voir. Parce que le chat défile et... Rien, c'est des discussions entre les chatters. J'ai remonté jusqu'à là-haut, il n'y a rien. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais qu'il avait posé. Parce qu'il a dit, what doesn't respond on my question? Bon. Username. Attends, je vais regarder. Ouais. Attends, je vais regarder. Attends, je vais regarder. Voilà. Salut la petite dame. تكتب بالعربية مش عارف اكتب. Elle n'est pas passée ta question, username. Si tu peux la reposer, il n'y a rien plus haut. Oui. Username, il a dit bon. Je sais pas pourquoi il a dit bon. Ok. Ouais, pseudo, t'es un docteur Bisou. Avec Z. La petite dame. Je vais bien, la petite dame. Sûrement comme pseudo, la petite dame. Sinon, Farid, ça va? Tu as pioché un peu sur ce qu'on a dit la dernière fois ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ça donne quoi? Il n'y a rien pour l'instant. Walou, hein? Walou. Rien pour l'instant. Ils en parlent, bon, les gens sont contents, mais bon, il n'y a rien de spécial. He talk about continuous descent. It's what I said before. La continuous descent, it's continuous descent. C'est with comment on appelle ça en anglais, les modes, les reversion mode. S'il veut faire une continuous descent depuis le point où il décide, parce que généralement, continuous descent, s'il veut la faire quand il n'y a pas de trafic, c'est bien avant le top of descent calculé par la FMJEC d'un 330 par exemple, ou le FMC d'un 37.
Donc, il va voir son plan jusqu'à l'IAF et faire continuellement sa descente sans pouvoir changer ou s'arrêter à un niveau donné. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe sur les arrivées. Les arrivées, ils vont te donner différents niveaux à croiser et à maintenir, et ensuite une altitude. Heddina rejoint. C'est un petit gars. J'ai pas compris, Pagnol. Il est passé en coup de vent. Hein. Donc, il est content de ne pas avoir changé son téléphone. Bien. Il était heureux de ne pas avoir Changé de téléphone. Ouais. changé de téléphone parce que, voilà, Parce qu'il a le trac. c'est très possible. Ah, là, il rigole, il n'a jamais le tract. Hein. Bien sûr, tu me plaisantes. C'est un cachotier. Un cachotier. You're talking, sir. We are talking in French. French and slang language. Arabic slang language. It's mean Algerian slang language. And we are talking now in French language. Hana. Salut Maïdine. Salut Mhidine. Salut à tous, bonjour à tous. Salut. Salut. Il y a un écho, hein. Ça va, tout le monde va bien? Il y a un écho parce que toi tu as le micro allumé. Voilà. Vas-y, Maïd. Ça va, tout le monde va bien? Oui. Ah Voilà, ben, comme ça. alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver tous. Ah là, on était perdus. Ah non, j'étais perdu, ah non. Ok. Voilà. Captain, Je vois alors, username qui dit bonjour, je suis pilote sur B. Excuse-moi, Mhidine, sur Oui, B 1900. 1900. oui, vas-y, Farid, pardon. Ça veut dire que username, ça veut dire que Maïdine. Micro, s'il te plaît. Micro. Oui, pardon, Captain. Voilà. Ça veut dire que tu es ou chez Tassili Travail Aérien ou chez. Ça dépend si tu es en Algérie, hein, ou bien chez. Comment on appelle ça? Algérie Express, ou là, je pense que c'est eux qui ont les 1900. C'est quoi la procédure en cas de panne radio? Eh bien, le cas de panne radio, c'est décrit sur la partie panne radio de chaque aéroport, dans le partie airport, parce que c'est spécifique à chaque pays. Il y a des pays qui appliquent la procédure ICAO, et il y en a qui ont une restriction encore plus importante que ça. La première des choses, d'abord, c'est de vérifier tous ces équipements s'ils fonctionnent, même en passant par les masques à oxygène qui sont embarqués dans le cockpit, essayer tous les trucs, les micros qu'on a à disposition. Alors, sur 330, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4 pratiquement micros. Essayer même le masque, essayer de passer sur HF, essayer. Bon, quand vraiment c'est pas possible, quand sur ce 330, envoyer un message par ACARS pour le dire et afficher 7600 qui est le code transpondeur de la PAN Communication et appliquer la procédure. Donc, s'atteler à maintenir le dernier niveau alloué par le contrôleur. C'est-à-dire le gars, il est en train de monter, il fait, disons, un Alger, allez, à Oran-Alger, il perd la communication au niveau 260. Et bien, il va maintenir 260. S'il la perd à 180, il va maintenir 180. Il fait sa procédure qui est écrite dans le truc, et il peut commencer sa procédure si elle est ICAO, et au même niveau maintenu jusqu'à la balise d'entrée sur cet aéroport, et il doit se poser dans les 30 minutes. Et en cas de remise des gaz, s'il fait pratiquement tangent météo, chercher des conditions VMC, pour essayer de revenir faire une intégration et tout le patacon. Mais ça dépend des aéroports et ça dépend des pays. Mais il y a des QAV à 7600 obligatoire, parce que le contrôleur va savoir que l'avion est en panne de communication.
Et donc, il va faire dévier tous les avions autour de lui. Et voilà. Et quand il y a la CARS, ben, ils vont communiquer en la CARS, parce que la CARS n'a rien à voir avec la communication, c'est que tu es en train d'envoyer des SMS. Et essayez même, quand il y a des avions où il y a la SATCOM, de passer par le satellite. Il faut tout essayer. Usuellement, te dit, il travaille dans le General Aviation basé en Afrique. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, vous avez déjà eu peur en avion. Ben, la peur étant un phénomène normal, la peur qui te donne, on dit la peur te donne des ailes, mais pas le stress, pas la peur au point de ne pas vouloir aller voler ou là. Non, la peur, au contraire, c'est la peur de ne pas bien faire en général, ou bien. Donc, pour parer à tout ça, il faut se préparer. Il faut bien préparer son vol et bien se préparer moralement pour aller faire son vol avec toutes les conditions requises pour faire ce vol-là. C'est quoi la c'est quoi la procédure quand JB pose une question avec l'espagnol? Tu te bouges tes oreilles. Hein, le mec, hein. C'est tout. C'est tout, on répond. Parce que, On répond tout simplement. Ouais. et voilà, c'est tout. C'est quel constructeur? C'est Beechcraft. Oui, Beechcraft, exact. Peut-on revenir Euh, Vous connaissez Général Aviation, non? Basé en Afrique. Non, mais bon, Général Aviation, c'est vaste. Général Aviation, c'est. Ben là, ils font des transports. C'est comme les bases. C'est une base, ben là, c'est comme Sonatra, je sais pas, je peux pas dire. Ben là, qui travaille auprès d'un organisme, une agence, par exemple, une agence, l'agence d'aviation civile ou Général Aviation, c'est. Ils transportent les trucs, enfin, les gars qui travaillent au niveau de l'aviation en général, hein, c'est possible, c'est pas. Ah ben, ce n'est pas un truc spécial, ça peut être un organisme qui a ces avions-là, qui met par exemple le NNA à son avion. Donc le gars peut te dire, je travaille à l'UNRWA, il travaille sur je sais même pas quelle est la partie du terrain au Charlie, je sais pas quoi. Mais Eddie, tu voulais poser une question, je pense. Oui, capitaine. Oui, alors je voulais dire, je voulais parler de sortie de piste. Est-ce que le commandant de bord doit attendre que la TC fournisse des instructions de sortie de piste? C'est-à-dire sortie de piste. C'est-à-dire ouais, quitter on doit l'asphalte prendre et aller sur la terre. quel C'est taxiway ou bien? voilà, voilà. Alors ça dépend. Il y a des fois, on reçoit une clearance after landing, please vacate via tel parking, tel bretelle. Des fois, on reçoit ça. Ou des fois, ben, il y a rien, il y a aucune consigne particulière pour sortir à une bretelle particulière. Donc à ce moment-là, on laisse rouler, par exemple, ça dépend. Alors par exemple, Eddie, tu prends par exemple les aéroports comme Busy, là où il y a beaucoup de trafic, comme Dubaï, comme Charles de Gaulle, Londres et tout. À l'approche, on va te dire after landing, vacate via tel taxiway. Donc, déjà, le freinage va être en fonction de ça. Le, En fonction de tes performances, tu vas voir si c'est faisable ou pas, etc., etc. Et tu es obligé de respecter ça parce qu'il y a du monde derrière. C'est closest. Mais comme il te dit JB, quand il n'y a aucune consigne, des fois, à Alger, quand on se posait en 23, on te dit laissez rouler jusqu'en fin de piste. Parce que la sortie, elle est juste en fin de piste aussi. C'est-à-dire de ne pas freiner pour sortir premier ou deuxième taxiway. Voilà. Donc c'est en fonction des instructions. Vas-y, username, salut. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça va. Ah, ça va. Oui, Jean-Yves. Salut tout le monde. Veuillez m'excuser pour l'interruption de votre communication. Oui. Oui, je m'appelle Sidi Mohamed, je suis d'origine mauritanienne, je suis copie sur le B1900
Je travaille dans une compagnie basée en Afrique, Global Aviation. J'ai une question à propos, parce que j'ai remarqué que la majorité des pilotes qui travaillent dans le domaine de l'aviation, tout ce qui est aviation générale, ils se fixent là-bas, donc ils n'ont pas la possibilité de passer vers le transport aérien, c'est-à-dire le commercial, l'avion. Est-ce que vous avez compris ma question? Honnêtement, non. Ça vous voulez dire? Vous voulez dire la TPL? Non, c'est pas la TP, c'est-à-dire qu'il aime rester dans l'aviation générale au lieu de développer en termes de carrière. C'est-à-dire, D'accord, au lieu de passer sur oui, la ligne. D'accord, premier niveau. absolument. Question par rapport à ça. Non, ma question est-ce que avoir la chance de piloter un turboprop, on aura beaucoup plus de chances d'être après sur un jet? C'est ça ma question. Ben, c'est un cursus normal d'un pilote qui fait des étapes. Tu es passé par le turboprop, et donc, déjà, bon, le 1900, il est un peu léger par rapport, par exemple, à la TR ou au Transat ou à l'Hercule ou la turboprop. Mais c'est un process normal, c'est-à-dire, tac, 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 tac. Oui, y a aucun problème. En fonction, tu vas faire des qualifications de type. Ne sors pas, voilà. Ne change pas de page. Username, si tu changes, voilà. Donc, quand tu voudras faire du jet, eh bien, il faut trouver une compagnie aérienne qui te prendra pour te faire ce qu'on appelle une qualification de type sur l'avion de base qu'elle a. Ensuite, ben, tu vas gravir les échelons jusqu'à passer sur les gros porteurs. Bien sûr, il y a aucun... Tant que tu es pilote, Oui, je suis pilote, je suis sur le B1900, oui, absolument. Mais juste que j'ai remarqué que la majorité des pilotes restent figés sur le Beechcraft, bien parce des, qu'ils veulent bien. oui, parce que dans les autres compagnies, ils recrutent des AB initiaux ou bien des gens qui ont des heures sur type. Comme par exemple sur le 737, le minimum requirement, ils demandent 500 heures on type. Donc, ma question, est-ce que nous, comme pilotes sur turboprop, est-ce qu'ils ont la possibilité d'après d'avoir accès sur un avion jet Ce Encore une qui est fois, important, vas-y, à vas-y. mon avis, ce qui est important, quand on pilote un Biche 1900 ou quand on est dans l'aviation générale comme ça, c'est surtout de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Parce absolument. que quand on vole dans des, on va appeler ça du pilotage de brousse, hein, où on fait beaucoup de vols à vue, on débrouille, on apprend à se débrouiller plus ou moins, on n'a pas beaucoup de moyens radio, on n'a rien du tout, et on finit par perdre son IFR. Et Voilà. ça c'est dangereux parce que après, lorsque vous allez devoir passer des tests de sélection pour rentrer dans une compagnie aérienne, là, votre IFR, vous l'aurez perdu et ça sera un vrai problème. Donc, il faut vraiment, ça c'est important de bien continuer de faire de l'IFR et de garder son niveau en IFR, voire de l'améliorer. Absolument, c'est ça ma question que j'aimerais cibler parce que j'ai remarqué ils volent, surtout, je suis sortant d'une école, j'avais mon IFR et je me suis intégré directement dans l'aviation générale. Et c'est un peu bizarre comme on fait des approches à vue et tout, dans des zones qui sont non accessibles, surtout en Afrique, Ouais. dans des petites villes. Donc, en termes d'expérience, c'est bon d'avoir la maniabilité, mais en termes de procédure, tout ce qui est SOPs et tout, C'est ça le truc, voilà. c'est ça. Vous acquérez de la mania qui ne sert plus à grand chose sur un avion de Tout ligne, à il fait, faut c'est être non, honnête, automatique. d'accord? Par Oui. contre, vous perdez de l'IFR. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit une phase qui dure trop longtemps, à mon avis, parce que on prend de mauvaises habitudes et Voilà. c'est pas bon pour le futur, voilà. Je vais lui donner un exemple. Je vais donner un exemple. Nous, dans la compagnie où je travaillais, moi et JB avant, on a récupéré des gens qui avaient fait ils faisaient on les appelait des pilotes agricoles. D'accord. Ils faisaient de l'épandage, de trucs et tout. Ils ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter parce qu'ils faisaient du vol à 1 mètre du sol, le truc. La manière, ils étaient hyper bons.
Mais pour s'adapter, il leur fallait un peu de temps. Mais c'est une question d'adaptation et de motivation et de travail, hein. Il faut aller vers le truc et trouver une compagnie qui puisse te prendre. C'est ça le plus important en fait. Une compagnie qui puisse te prendre pour pouvoir faire les transits. Transit, ça dépend de son avion de base. Si elle a, par exemple, des 1900, tu vas faire du 1900 de l'ATR, jusqu'à arriver au truc. Si elle n'a que des jets, effectivement, les compagnies en ce moment demandent à ce que le gars il ait un 500 heures pic sur la machine. Ça se comprend pourquoi, ils sont à côté de leurs sous et ils veulent récupérer l'argent rapidement. Donc voilà. Mais ce n'est pas impossible. On a pas mal de gens qui venaient de ces des, des avions comme ça, et ben, bon, et ben, ils ont réussi, et ils sont sur jet, sur gros porteur, hein. Il faut pas croire, hein. Oui, tout à fait. Sinon, en tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. De Oui, rien. et bonne continuation pour vous. Et bon Merci, courage. merci et bon courage. Sur les Ça va. informations liées dans le- Salut, salut Monsieur Nordin, salut Mahieddin, salut JB, Bonsoir. salut Farid, ça Salut va? Kada. Salut username. Salut Kada. Salut Kada. Ah, salut. Bien. Attends, Kada, attends. Pagnol, j'arrive pas à le faire monter. Je lui ai demandé. Je serai pas dans les invités. J'ai pu faire monter username, mais j'ai pas fait le monter. Ouais. Vas-y. Bon, j'ai une question. À quoi ça sert Customer Ça sert de Acceptance? courir. Il faut partir à point. Vas-y. C'est quoi le Customer Acceptance Flight? On fait quoi exactement? Customer Acceptance Flight, juste avant la livraison d'un avion, d'un aéronef. Il y a tout un protocole qui va avec. Ça va des vols d'essai jusqu'à de différentes procédures à effectuer en vol avec l'ingénieur et le pilote d'essai de la compagnie et avec l'équipage de l'acheteur, de la compagnie acheteuse, si tu veux. Et c'est pratiquement, ils passent là-bas une à 10 jours, 7 à 10 jours à peu près, une quinzaine de jours, disons entre l'arrivée, l'étude de l'avion, voir comment il a été équipé, ceci, etc., etc., et faire subir à cet avion différentes batteries de tests qui sont d'ailleurs protocolées dans le manifeste. Et une fois que c'est bon, eh ben, il y a l'acceptance, il y a le top qui est donné. Merci pour il y a le top qui est donné à l'acheteur, enfin la compagnie, en disant voilà les tests effectués, voilà, tout est vérifié. Bon, ben c'est bon. Ça constitue l'acceptation. Ensuite, l'avion rentre enfin, il est délivré. Il est ramené au pays qu'il a acheté et à la compagnie qui l'a acheté. Et là aussi, il y a d'autres vérifications qui se font en amont. Enfin, en amont, ça a été déjà fait par Verital et tout pour voir la conformité de ce produit et le mettre en ligne. Mais il faut savoir que quand il est acheté, il est déjà en ligne parce que s'il n'est pas conforme, il ne va jamais revenir, il ne va jamais rentrer au pays. Voilà. Si c'est ça que tu parles, ben c'est ça l'acceptance. Et merci beaucoup, très clair, ça va. Salut à tous. Salut. Salut Youssef. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ah, ça va. Je viens Bonjour. d'arriver, alors. Tu viens d'arriver d'où? Moi, j'étais en déplacement. Ben, on ne pouvait pas le Voilà. savoir. On ne pouvait pas le savoir. Hein. Ah ben, 7 secondes. C'était un bon déplacement. Alors, quel était le sujet? Toujours le même. Parler de différentes choses. Ah bah, ok. Les freins Le automatiques, domaine de l'aviation, quoi. les vitesses, procédures en cas de pas de moteur, etc., etc. Mhm. Mhm. J'avais raté un sujet très très intéressant sur la communication, justement. Oui, j'allais te le dire. Ce n'est pas par hasard que ça a été placé comme première compétence dans le domaine justement du pilotage en général.
exact. tant pour les formations de base, ce qu'on appelle les 100 kills Sadouk, que pour euh, les, le- les formations pour qualif type, etc. C'est pratiquement la même chose qui revient, mais ce que je voulais dire, c'est que tout dépend de la manière dont c'est abordé. Bon, il était très important d'axer, d'axer justement la formation bon, sur toutes les compétences, bien entendu, mais en particulier celle relative à la communication, c'est sur des exercices types, d'accord? Et non pas une formation classique, comme je dirais, au tableau, et puis quelqu'un qui débite, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Mais euh, beaucoup plus avec beaucoup de pratiques pendant les séances de cours. J'ai déjà fait ça, enfin, lorsque j'ai préparé un master là-dessus, avec ATS justement, ce que j'avais remarqué, parce que d'habitude, il l'enseigne de manière classique. Là, vous avez l'instructeur, il vient, il débute son cours, ensuite, un petit exercice, et ainsi de suite. Alors qu'on avait on avait organisé ça, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on appelle la classe inversée, où les étudiants préparaient leurs cours au préalable, d'accord? On leur envoyait, ils ont déjà la documentation là-dessus, on leur donnait quelques exercices de base qu'ils préparaient, qu'ils envoyaient à l'instructeur, ils corrigent. Ensuite, arrivé pendant la séance de cours, alors là, ils ont tout le temps, pendant 2 heures, 3 heures, de faire des exercices, donc des exercices pratiques, etc., de bout en bout. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les gens étaient les étudiants, bon, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 5 candidats, ils étaient très, très réceptifs. Ça les motivait davantage pourquoi pas? Parce que ce que je dois dire, c'est que pendant ces fameuses séances de cours, ces fameuses séances, alors on donnait un exercice, par exemple sous forme de QCM et tout, les gens répondaient individuellement, et on affichait les résultats, ensuite on demandait aux étudiants de rediscuter rediscuter en groupe sur la solution qui est la plus plausible. Il y avait des échanges entre très très intéressants. Ça débloquait d'ailleurs les personnes. Et ben, ensuite, on redonnait cette fois-ci une solution commune, puis l'instructeur revenait pour faire un corrigé d'ensemble. Et c'était très 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 intéressant. Et les gens, ensuite, c'est-à-dire on a fait une séance de ce type-là, de type classe inversée, on avait fait une séance de type classe traditionnelle, comme ils avaient l'habitude de faire, eh ben, c'était le jour et la nuit, hein, ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend aux gens à exercer, c'est-à-dire à travailler de manière pratique, à échanger entre eux, à faire même des simulations d'écoute, des messages par exemple reçus au niveau en réel, c'est-à-dire au niveau de l'avion, etc. Tu sais que c'est pas du tout la même chose que c'est très difficile, il y a des perturbations, tout ce que tu veux, mais entraîner les gens à ça, à faire ce genre d'exercice au préalable déjà pendant la formation de base, et ensuite reprendre ça. Et il est très impératif de reprendre ça, même pendant les qualifs types, ça donne quelque chose de très très intéressant. J'imagine. Tu as raté aussi. Mais c'est tout. Je précise très bien pourquoi, parce que l'écoute est très importante pour un pilote, même d'ailleurs même pour le permis de conduire de la voiture et d'une voiture. C'est l'attention, ce qu'on appelle l'attention auditive, je dirais, elle est pratiquement en pole position. Ce n'est pas le visuel qui prime, c'est beaucoup plus l'attention auditive. D'ailleurs, dans la sélection des pilotes de chasse, il y a un test comme ça qui se fait. On prend par exemple les gens qui réussissent au test à 100%. Ouais. D'accord. Tandis
les gens qui échouent à ce type de test-là sur l'attention auditive, on les met carrément bon, sur autre chose, quoi. On les réoriente sur un autre type de formation, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très important, cette communication auditive, parce que écouter en anglais, surtout pour des gens qui ne sont pas natifs, qui n'ont pas la langue anglaise comme la langue maternelle, si l'on veut, il est important de faire des exercices comme ça, bien entendu dans des situations simulées, dans des situations réelles, avec des parasites, tout ce que tu veux, au niveau au niveau, par exemple, d'un avion, etc. Eh ben, ça donne quelque chose à ce moment-là, on est quasiment certain d'avoir des gens qui comprennent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, le Youssef. messager. Il faut rajouter un point très important Oui. dans ce travail, dans cette Mhm. écoute, c'est l'argumentation. On a un peu un déficit dans nos cultures. On a un déficit Mhm. sur l'argumentation. On a Mhm. très souvent tendance à affirmer péremptoirement quelque chose Mhm. et à ne pas faire attention, à ne pas d'abord supporter notre idée par des arguments et Mhm. secondairement à ne pas écouter les éventuels arguments de l'autre. Et ça, c'est un travail qui est Oui. très important à faire. Et c'est pour Oui, ça qu'on dit, certainement. Justement, c'est des exercices de ce type-là qu'il faut. C'est des exercices d'échange. C'est très important. D'abord, arriver à décrypter un message quand on le reçoit, et ensuite, soi-même, délivrer un message pour que pour qu'il soit compris par l'autre. ça En fait fait, quand on énormément. regarde bien le fonctionnement sur lequel on veut Mhm. que les pilotes Mhm. soient, on veut, Mhm. dans le schéma de Rasmussen, on veut que Mhm. dans 99% des cas, on fonctionne Mhm. sur un comportement basé sur les règles, basé sur les lois. Oui, Mais oui. on doit fondamentalement préparer les équipages au cas Mhm. où il n'y aurait pas de procédure pour la panne ou la situation qu'ils vivent, Oui. et donc Mhm. qu'ils passent sur un comportement basé sur les connaissances. Et comme on le Oui. sait, le comportement basé sur les connaissances est extrêmement hasardeux parce que Oui. bon, ça nous oblige à nous projeter dans l'avenir, à évaluer les conséquences et les risques, etc., toutes choses qui Mhm. sont difficiles, et fondamentalement à se mettre d'accord sur une stratégie. Et cette Mhm. stratégie ne peut être l'objet que d'un consensus et non pas d'un compromis. Et pour Oui. arriver à ce consensus, il est évident que l'argumentation est fondamentale, aussi bien dans l'écoute que dans la manifestation dans le support de ces idées. Voilà. Exact. D'ailleurs, Oui. Youssef, d'ailleurs, Oui, oui. Mhm. euh, c'est une formation pratiquement aussi à délivrer au nouveau commandement, au nouveau commandant. Oui, Les oui. commandants, tu sais, non, on faisait passer des populations, mais qui étaient aguerries en étant first officer, nanana, et qui Mhm. n'avaient aucun problème quand ils sont passés comment. Maintenant, on a une population plus jeune qui est Oui. passée captain, d'accord? Mhm. Et les passés captain, ils vont se retrouver avec des first officers plus anciens qu'eux et qui Oui. vont pas accéder au poste de commandant pour X raisons, pour Mhm. défaillance de trucs, de PL, ceci, etc. Mhm. Et là, moi, je vais te dire, je suis très content. Il y a quelqu'un qui m'a appelé justement pour ça. Il vient de passer commandant et il me dit, écoute, j'appréhende mon premier vol. Je lui dis, tout le monde appréhendait son premier vol en tant que commandant. Exact, c'est vrai. Tout le monde C'est appréhendait. juste. Oui. Et je lui ai dit, dans ta tête inverse, tu étais à droite, tu es passé à gauche. Mhm. Réagis exactement au niveau travail et application des procédures et écoute, comme si tu Mhm. étais à droite et tu passais à gauche. Maintenant, tu as le commandement entre tes mains. Ce n'est pas. Maintenant, tu dois adopter avec ton first officer. Vraiment, le travail il va venir tout seul. C'est pas une question d'être gentil ou méchant Mhm. ou autoritaire. Le Mhm. gars, il sait que tu es captain. Les PNC savent que tu es captain. L'escale sait que tu es Mhm. captain. Tu dois réagir en tant que Mhm. pilote. Un gars qui
réussi. Pilote, tout simplement. Ouais, et ben fais-le. Bon, j'espère pour eux que. Mais moi, je trouve que la formation n'est pas assez, pas Mhm. assez Moi, solide. il y a un point de la formation qui, pour moi, est aussi important que la communication, c'est que les Oui. gens prennent conscience de l'influence de la culture nationale sur les comportements professionnels, Exact. de manière à éradiquer tout ce qui est négatif et à Mhm. potentialiser ce qui est positif. Parce que Mhm. trop souvent, on retrouve des comportements basés sur la culture nationale Mhm. et qui sont contraires à la sécurité. Je parle particulièrement de la masculinité ou de la distance hiérarchique, Mhm. etc., qui sont inadaptés au métier. Et tant que les gens n'auront pas conscience que lorsque l'on met son uniforme, lorsque l'on monte dans l'avion, nos comportements habituels, quotidiens, qu'il ne me revient pas du tout de remettre en cause. La société fonctionne Mhm. comme elle fonctionne. Mais on ne peut pas les importer dans le milieu du travail. Voilà ce que je veux dire. Tout à Et fait. c'est important que les gens aient conscience de ça, qu'ils puissent s'extraire de ces réflexes comportementaux. Mhm. Voilà. C'est exact ce que tu dis, là, ce que vous dites. Même au niveau de l'entreprise, c'est exactement le même fonctionnement. Les gens, ils viennent avec une mentalité tribale, etc. et tout. Ils essaient de coller. Ils oublient toute l'organisation qui existe au niveau de si tu veux, l'organigramme d'une entreprise, etc. La communication, la hiérarchie, s'il y a lieu, les procédures de travail. Et puis ils inventent des procédures à eux, des procédures bien entendu qu'ils ont récoltées de leur propre, de leur propre vécu. Absolument, absolument. C'est très fréquent hein, chez nous. Des fois, un ministre, c'est sa mère qui lui, sa vieille maman qui lui dicte sa conduite. C'est très difficile. Il n'y a que, comme je le dis, c'est un entraînement, mais à condition que c'est une formation qui doit être faite de manière régulière en particulier, puisqu'on parle du domaine qui nous intéresse, celui de l'aéronautique, du pilotage. Ça doit être fait systématiquement, mais à condition que ça soit pris par des gens qui sont compétents, qui savent de quoi il s'agit quand on fait des exercices de simulation et autres et tout. Il faut que ça soit bien calibré, bien fait, bien réfléchi. Il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi. Bon, Et d'ailleurs, dans le TEM, non, comme exact. on veut aller plus loin, justement, Threat Oui, and Error Mitigation, on veut aller plus loin. Quand on va déterminer, quand on va débriefer l'équipage, quand on va aller chercher les causes profondes d'un comportement inadapté, parce que n'oublions pas que il n'y a pas de mauvais comportement face à une situation, il y a un comportement non adapté. Eh bien, non adapté, exact. Oui. il faut que l'instructeur soit capable de donner la cause profonde du comportement inadapté, même si celui-ci trouve sa source dans un comportement social, dans un comportement culturel inné, on va dire, inné de par la naissance. Alors ça demande bien évidemment beaucoup de recul par rapport à la société, et ne pas avoir un regard d'anthropologue, hein, pas du tout, c'est pas du tout celui-là. C'est d'être objectif et de dire dans notre société, les gens ont tendance à se comporter de telle ou telle manière. Par exemple, la reproduction d'un schéma paternel autoritaire qui est commune à tout le bassin méditerranéen, on va dire. Hein. Ce comportement que l'on reproduit dès qu'on est chef, dès qu'on a un peu d'autorité dans une entreprise ou dans un poste et il est néfaste, c'est totalement néfaste puisqu'il va donner pour nous des cockpits autocratiques, etc. Il faut en avoir conscience, il faut vraiment être au contact, il faut que les gens aient bien pris la réalité de la chose. Voilà. On prend une question, Youssef 2 minutes, on prend une question de Mahidine, peut-être qu'il a une question à poser. Oui, oui. Mahidine, oui.
Oui, oui. Aïdine. Captain, oui. Captain, je voulais dire, qu'est-ce qui détermine l'altitude maximale qu'un avion peut atteindre? Température. La température et le poids. En fait, c'est une question de puissance nécessaire. Plus on monte, plus la puissance nécessaire au vol augmente. Pour une raison très simple. C'est que il y a de moins en moins d'air et donc pour générer la portance, on est obligé d'augmenter l'angle d'incidence de plus en plus. Très bien. Ce qui augmente bien évidemment la traînée et donc la puissance nécessaire au vol augmente. Pendant ce temps-là, quand on monte, comme l'air se raréfie, la puissance utile, donc délivrée par les moteurs, diminue. Donc forcément, il y a un moment où la puissance utile maximale que les moteurs peuvent délivrer sera égale à la puissance nécessaire et ça sera l'altitude maximale à laquelle l'avion pourra monter. Et il est évident que cette puissance nécessaire et cette puissance utile sont dépendantes. La puissance nécessaire, elle dépend de la température et du poids de l'avion, et la puissance utile, elle dépend de la température et de l'altitude, bien évidemment. Voilà. Et tout ça, Le dit double blanc, la certification service sailing. justement, oui. Parce que là aussi, tu as ce qu'on appelle l'avion certifié en base d'essai et le plafond théorique. C'est-à-dire, on peut aller jusqu'à qui va par exemple en première, le 67, on allait jusqu'au niveau 430. Ça, il était certifié au 430. Mais on pouvait aller jusqu'au 450 avec le 67. Et s'il le fallait, il fallait y aller. Mais bon, jamais ça n'a été essayé. Et tu dis plafond théorique, allez, jusqu'au stall, oui, jusqu'au stall, effectivement. Et pour le 330, Captain? 330, c'est 410. Ah, 410, c'est le plafond. Plafond, 410. Ouais. La dernière fois, j'avais entendu dire plutôt j'avais entendu le Captain Amraoui qui disait qu'il est arrivé jusqu'à 420. Non, 420, c'est théorique. Encore une fois. Ah, d'accord. Encore une fois, il a été certifié au 410. Après, terminé. C'est-à-dire que si tu le fais, vraiment, c'est 500 pieds en plus. On va arrêter de dire, mais tu sais, tu vas voir le buffet margin qui va se réduire comme ça jusqu'à ce que tu aies ton avion entre le rouge, mais vraiment rouge-vert. C'est-à-dire, c'est le stall. Hein. N'oubliez pas une chose fondamentale. L'avion, son domaine de vol est limité par deux vitesses. La vitesse de décrochage lent, le décrochage classique, décrochage lent, et le buffeting haute vitesse. Donc, quand il y a création du nombre de chocs qui va perturber l'écoulement sur l'aile et qui va donc générer des vibrations sur le plan fixe horizontal. Très bien. Donc, le buffet margin et la vitesse de décrochage lente, enfin le décrochage, ces deux vitesses, la vitesse de décrochage lente va augmenter avec l'altitude, pendant que la buffet margin, le Mach de buffet margin, va diminuer avec l'altitude. Donc le segment de vol dans lequel l'avion doit se trouver, les deux vitesses limites pour l'avion, ce segment va diminuer au fur et à mesure que l'on monte. On arrive à ce qu'on appelle le coffin corner, le coin du cercueil où il n'y a plus qu'une seule vitesse qui est possible. Quoi qu'il arrive, on va se casser la gueule. D'accord ? Bon, ça c'est le plafond théorique. Le plafond pratique, il est défini comme étant l'altitude à laquelle le vario ne peut pas être, je crois que c'est 100 pieds minutes. Pour les avions de ligne, je crois que c'est 100 pieds minutes, mais je me souviens plus de la valeur exacte. Mais on a fixé que là, le vario maximal qu'on puisse avoir, c'est peut-être 100 pieds minutes. Donc, on considère que c'est ça le plafond pratique. Voilà. Tu as, bon, comment ça va, attends, mais, les Arabes, ben, je vais te dire que ma 330, les masques à oxygène sont certifiés en diluteux niveau 400. Diluteux, le mélange. Au-delà de 400, c'est pour ça qu'au-delà de niveau 390, un des pilotes sort, l'autre doit se mettre sous
les armées et être prêt avec le gouvernement dans le cadre des pressurisations. C'était Sidi Saïd Zara qui parlait avec Rami, mais au point de vue de la barbe. C'est pour ça qu'il parlait de l'oxygène. Non, là, C'est-à-dire, je vais dire que c'était à un moment donné, c'était interdit, il était strictement interdit d'avoir la barbe ou le truc. Maintenant, bon, vas-y, mais si tu as des infos à ce niveau-là, mais bon, là, ça glisse pas dans le masque oxygène, non. Pas d'infos là-dessus, non. Je pense pas que Des ça pose problème. passes sont un pause rapide, tu appuies comme ça, tu fais ça, schlac, tu lâches. Mais il faudrait pas avoir une barbe, bien sûr, tu peux avoir une petite barbe taillée, c'est pas un problème. Oui, Michel, salut. T'es arrivé à la fin, là, hein. Comme Ah d'hab. bah écoute, 51, on arrive à la fin du film. Salut, Michel. Salut tout Qui le monde, travaille, ça. Mouhidine, tout le monde, JB, Nordine, le chat, Farid Bouazza. Salut, le retardataire. Tu sais pourquoi il vient en retard, Libé? Tu sais pourquoi il vient en retard, Il Liette? travaille, parce qu'il travaille. Non, c'est pour ne pas nous mettre au parfum de beaucoup de choses. Gali sait très bien que c'est à la fin du live. Ah, ok, d'accord. Mais le parfum de Chimoum el Baïd, non? Alors, où est-ce que ça en est? Très bien, ça va, C'est bien. ça va, ça s'emboîte, ça se... تنحى شوية كيما يقول واحد صافا tranquille. Eh ben, très bien, c'est bien, c'est bien. Oui, Abdel Boualien, SVP, une question, vas-y, pose une question. On est à monter depuis tout à l'heure. Eh ben, je lui ai envoyé, moi j'avais pas vu le truc, je lui ai envoyé l'invitation, apparemment il s'accroche pas trop. Captain, est-ce que je pourrais poser deux questions, s'il vous plaît? Ça y est, je décroche, ça y est, je vais fumer une cigarette. Allez-y, posez des questions. Merci, Captain JB. Alors, je voulais dire, est-ce une négligence de partir avec un inverseur de poussée inopérant? Non. Déjà, je te dis non. Parce que c'est pas un moyen de freinage homologué. Donc, tu peux partir avec les deux inverseurs de poussée inopérants. Stockés même. Ben, bien sûr, il faut qu'ils soient stockés. D'accord. C'est ta deuxième. ML. Des Ça rentre dans performances. ML, hein, c'est ça? Encore une fois, les performances de l'avion, aussi bien pour l'accélération arrêt que pour la distance d'atterrissage, ne tiennent pas en considération l'effet des reverse. Donc, qu'ils soient là ou pas là, c'est pareil. Les calculs sont valables dans tous les cas de figure. Maintenant, si on a des reverse, on a des performances meilleures. On va s'arrêter plus vite en cas d'accélération arrêt et on s'arrêtera plus vite à l'atterrissage. Mais il ne rentre pas, ça vient en plus. Voilà. Même si on sait que qu'à l'atterrissage, on va plutôt qu'on va atterrir dans un aéroport avec une piste courte. Les calculs auront été faits Déjà fait. pour savoir que la distance d'atterrissage correspond à 60 ou 70% selon le type d'avion, si c'est un jet ou un turboprop. Il faut que la distance d'atterrissage n'excède pas 60% de la longueur de piste disponible à l'atterrissage. Et tous les calculs qui auront été faits ne tiendront absolument pas compte des reverse. Ils considéreront que l'avion n'a pas de reverse. Voilà. Exact. D'accord. Là, une autre question. Est-ce que les freins de roue... Ça fait 3. Ça fait pas 2, Non. ça fait 3. Vas-y. Est-ce que les freins de roue peuvent-ils maintenir un avion de ligne en place, même si ses moteurs tournent à pleine puissance? Et on fait des décollages sur frein. Exact. Donc, On fait des décollages sur frein. Et en plus de ça, il faut savoir que les freins sont plus puissants que les moteurs. Exact. Je m'explique. Mettons, on va prendre un avion quelconque, on va dire que pour atteindre V1, il lui faut 1500 mètres avec ses réacteurs, d'accord? Il va atteindre à partir de 0 jusqu'à V1, il va mettre 1500 mètres, et pour freiner de V1 à 0, il va peut-être lui falloir 800 mètres. Voilà. C'est-à-dire que les freins sont plus puissants que les réacteurs. Voilà. Merci. Merci. Tu n'as pas une quatrième cachée, non, par hasard. Captain. Pour la prochaine. pour demain, alors. Pour demain, oui.
Sur ce, messieurs, dames, puisqu'il y a Zara avec nous, il y a plusieurs aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Abdel Boulaïn, il voulait poser une question. Il n'a pas posé. Ah oui, si, la performance des réacteurs. Rolls, peut-on ajouter un polymère comme les fusées? Oui. Abdel, à la fin du live, performance des réacteurs Rolls, peut-on ajouter un polymère comme des fusées pour... Alors, continue par la question. Pourquoi? Juste avant le live. Si, des performances, quel que soit le réacteur. Maintenant, si tu es un supersonique, ça c'est autre chose. Mais les réacteurs sont des réacteurs. Donc, si tu veux rajouter un polymère, comme pour les fusées pour la propulsion, étudie le fait que tu puisses avoir un avion supersonique. Et à ce moment-là, tu as une post-combustion qui se fait au décollage. Comme les avions de chasse, comme le Concorde, comme l'avion russe, mais qui n'a pas, le Tupolev qui n'a pas vu le jour, et comme l'avion qui est en conception américain. Et il est en conception. J'aime bien le Tupolev avec son 44, là, je me rappelle plus, il l'appelle communiste Concorde. Messieurs, dames, bonne soirée. Reprenez quand même. Bonne soirée et Bonne soirée à vous tous. à plus Merci. tard. À plus. À tous. Allez, ciao. Ciao, les amis. Ciao, 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 ciao. Merci le chat, merci le guest.